On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on parlait de l'éditorial dans le New York Times là, qui venait casser du sucre sur le dos de M. Biden en disant qu'il fallait qu'il parte. Il y a beaucoup de critiques qui disaient « Ouais, mais là, Donald Trump, il ment comme il respire, c'est un pourri, c'est un criminel. Vous demandez pas qu'il se retire, lui? » Ben là, on est venu corriger la chose. Voilà. Donc, le New York Times qui, depuis des années, mais même dans les récentes années, carrément ce qu'on qualifiait le New York Times de journal woke. Et il y a eu un réel débat au sein de l'équipe éditoriale du New York Times pour dire écoutez, est-ce qu'on fait encore du journalisme comme on l'a toujours fait, ou si on porte littéralement des causes, mais même parfois en faisant abstraction ou en tassant les faits qui nous dérangent. Donc, il y a eu ce réel climat de tension. Et donc, le New York Times a été associé plus encore dans les dernières années aux démocrates et aux progressistes. Donc, de les voir comme ça frapper sur Joe Biden à répétition, parce qu'il y a des positions éditoriales, mais il y a aussi des chroniqueurs qui sont venus s'exprimer. Quand je dis contre Joe Biden, c'est contre l'état dans lequel il se trouve maintenant, contre sa candidature à la présidence. Alors, on avait, l'impression que le New York Times tentait de se faire pardonner un penchant ou un biais qu'on lui reproche depuis des années et d'y aller à fond de train. Et avec raison, je pense. On leur a rappelé... Là, quand vous frappez comme ça sur Joe Biden, pendant tout ce temps-là, on ne parle pas de Donald Trump et il n'est pas devenu plus acceptable. Non. Et le New York Times, il va... Non, voilà. Et le New York Times est revenu à la charge aujourd'hui avec un éditorial qui est très, très, très clair, rappelant ce que le New York Times lui reproche depuis un certain temps. Ça va de ses propos à ses comportements, ça va avec ce qu'on appelle en anglais son character. Ah, donc est-ce que moralement, éthiquement, ce type-là a fait la preuve qu'on devrait lui redonner, parce qu'on lui a déjà donné les clés de la Maison-Blanche et du bureau ovale. Donc, le New York Times conclut bien sûr que non, on ne voulait pas faire le jeu de Donald Trump et ça ne rend pas ce candidat-là plus acceptable. Mais c'est intéressant parce que ce que vient de faire le New York Times dans des positions éditoriales successives et dans des articles ou des textes de chroniqueurs, c'est un peu le reflet en quelques jours de tout ce qui préoccupe la majorité des observateurs. On a un candidat chez les démocrates dont on doute depuis longtemps que la forme n'est plus au rendez-vous. Ça semble particulièrement flagrant depuis le débat. Mais de l'autre côté, on a dit d'ailleurs dans le New York Times, mais les républicains, vous ne faites même pas le débat autour des compétences ou des qualités ou de l'acuité cognitive de votre candidat. Au moins, les démocrates le font. C'est pas toujours chic, c'est pas toujours élégant, c'est peut-être contre-productif à la veille d'une élection, mais les républicains, vous ne faites même pas l'effort de faire ça. Donc, ça nous ramène à ce que toi et moi, on a affirmé déjà à quelques reprises depuis le début de la saison estivale, c'est comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il qu'on se retrouve avec, on le voit avec la rencontre de l'OTAN, là, comment se fait-il qu'un des pays les plus influents de la planète, probablement la démocratie la plus influente de la planète, comment se fait-il qu'on a deux candidats dont on ne souhaitait pas un deuxième rendez-vous, un round two, ou un deuxième round dans un affrontement, mais comment se fait-il qu'on les maintienne en dépit de ce qu'ils nous montrent à répétition tous les deux? C'est-à-dire que, faisons pas d'agisme, il y aurait au moins un vent de changement qui est nécessaire en politique américaine, autant chez les républicains que chez les démocrates. Et on ne l'a pas. On a même évoqué, je pense que c'est Jon Stewart dont je te parlais hier, qui a dit les États-Unis sont devenus une gérontocratie. Nancy Pelosi est encore très active, même si elle a laissé son poste de speaker, mais c'est effectivement une octogénaire. Quand on parle de progressistes, Bernie Sanders, qu'on peut bien aimer, qu'on trouve sympathique ou dont on pense pas le programme assez pragmatique pour s'appliquer aux États-Unis, c'est quelqu'un de très influent. Celui qui a exercé le plus d'influence sur le programme de Joe Biden depuis le début du mandat, c'est Bernie Sanders. Au travers de ce que Joe Biden est parvenu à faire voter, c'est le plan de match de Bernie Sanders, finalement, qu'on laisse aller. Est-ce qu'il n'y a pas une période de renouveau aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas une autre génération de politiciens? Donc, tout ça pour dire, le New York Times, en peu de temps, est venu comme essayer de corriger ce qu'on pense être des passes gratuites qu'on a accordées à Biden, mais rappeler que l'alternative n'est guère plus acceptable, voire pire.
Ouais, puis dans le cas de Joe Biden, ça s'améliore pas, là, pas nécessairement sa santé physique, mais plutôt l'état dans lequel se trouve là, la remise en question de sa campagne, parce que là, pas n'importe qui hier là, qui est sorti pour dire là, ça va faire Joe, je t'aime, mais va-t'en. George Clooney, sexiest man alive himself, hein, qui est venu se pointer le bout du nez pour dire Joe, you gotta go. Voilà, puis bien sûr, Clooney, hein, tu viens de référer à ce titre dont on l'a affublé. Il a trôné longtemps au sommet du palmarès et qui sait, peut-être y est-il encore. C'est une vedette d'Hollywood, mais c'est plus que ça, George Clooney. Son implication en politique, c'est pas récent. C'est pas avec Joe Biden, c'est lui qui était avec Julia Roberts à la tête d'une campagne de financement à Hollywood il y a peu de temps. Là. C'est ce qu'il évoquait dans son texte dans le New York Times. Mais c'est quelqu'un qui s'implique chez les démocrates et qui est une porte d'entrée à Hollywood pour aller chercher des gros sous, de généreuses contributions. Puis en même temps, parfois ça nuit aux démocrates parce que les vedettes, il y a bien des Américains qui se disent on en a soupé que des vedettes viennent nous faire la morale ou viennent nous dire ce qu'on doit penser ou ce qu'on doit faire, mais reste que c'est un joueur qui est incontournable. Et George Clooney, c'est une des principales portes d'entrée pour Hollywood. Donc, voyez-le aussi, George Clooney, comme un activiste. C'est presque un travailleur d'élection pour les démocrates, George Clooney, depuis quelques années. Alors, de le voir ou de le lire écrivant, vous savez, le Joe Biden que j'ai rencontré lors de notre soirée pour les généreux donateurs, c'est pas le Joe Biden de 2010. C'est pas le Joe Biden qui était aux côtés de Barack Obama quand on a passé Obamacare et qui avait dit, sachant pas qu'il était entendu, Monsieur le Président, it's a big fucking deal. Les gens se souviennent peut-être de l'annonce de l'Affordable Care Act. Donc, c'est pas ce Joe Biden très fort, très animé, qu'on comparait presque à une force de la nature à l'époque en disant mais il est drôlement en forme et plein d'énergie pour quelqu'un qu'on considérait déjà en fin de carrière. Il dit donc, c'est pas le Joe Biden de 2010, c'est même pas celui de la campagne 2020 qui a mené sa campagne de son sous-sol littéralement, celui qui est de tous les présidents récents, celui qui a le championnat pour le moins de rencontres avec les médias. Il dit ce n'est même plus lui. Et autant je l'aime, je l'admire, je considère que c'est un héros américain parce qu'il nous a débarrassé de Donald Trump en 2020. Nous ne gagnerons pas avec lui en 2024. C'est à la fois empreint de respect, mais c'est un jugement sans appel. On ne gagnera pas, on se dirige vers la défaite. Et comme on l'évoquait hier, c'est pas que la défaite de Joe Biden qu'on craint, c'est la défaite des démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat. Et quand on regarde un projet qu'on a évoqué tous les deux en début de semaine, qui est le projet 2025, ce qui entraînerait littéralement une dérive autoritaire si jamais Donald Trump l'appliquait, un président avec les deux chambres et une Cour suprême qui a reconnu qu'il avait une immunité totale aux criminels, écoute, on peut comprendre que ça inquiète George Clooney sans partager sur toute la ligne. Fondamentalement, je le rejoins sur ses inquiétudes. Oui, là, ben, les inquiétudes vont continuer de fuser de toutes parts parce que là, Joe a une autre conférence de presse à aller donner, doit essayer de rassurer. Exercice périlleux. 5h30, 17h30, donc c'est déjà annoncé. Je pense que c'est le site Axios qui utilisait l'expression The dogs are loose. Hein, finalement, on va libérer la meute ce soir. Donc, c'est assez évocateur parce que, comme le New York Times, il y a des médias plus progressistes ou des médias associés plus à gauche ou plus aux démocrates qui, quelque part, font du rattrapage par rapport à un certain biais, à tout le moins par rapport au fait qu'on n'a pas couvert assez, et les médias conservateurs s'en donnent à cœur joie ces jours-ci avec ça. Ils disent il y a eu plein de signes de l'état de Joe Biden, de son ralentissement, de sa confusion, et vous n'avez pas exploité tout ça, vous n'avez pas montré ça à vos lecteurs ou à vos auditeurs suffisamment souvent. Donc là, il est à 5h30 dans une conférence de presse pour laquelle il n'y a pas de télésouffleur, il n'y a pas de notes à l'avance, parce que les journalistes arrivent avec leurs questions. Ce qui reste au président comme marge de manœuvre, c'est d'identifier dans la salle, on a vu ça dans combien de séries, dans combien de films, le président peut dire de qui il veut avoir des questions. C'est lui qui va identifier l'interlocuteur ou l'interlocutrice, mais il n'a pas la question d'avance, il ne peut donc pas scripter son intervention, et ce serait très difficile pour Joe Biden, si ça va mal, de dire
écoutez, dernière question, je m'en vais. Ce serait comme un aveu de défaite ou un aveu qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, il y a encore une fois une épreuve, un ça passe ou ça casse. Joe Biden est dans une situation où, à toute fin pratique, il se doit d'être parfait. Il peut pas chercher ses mots, il peut pas confondre quelque chose, il peut pas arriver là avec un air de chien battu ou en fait avec l'attitude qu'il avait pendant les 30 premières minutes du débat. Et non seulement aujourd'hui, il y a cette épreuve, il va en avoir une autre lundi prochain, tête à tête avec Lester Holt d'NBC. Et c'est important parce que lundi prochain, c'est le début de la convention républicaine. Donc, on multiplie. Hein, c'est un peu un 110 mètres haie pour quelqu'un qui ne court plus et encore moins franchir des haies. Donc, c'est un peu l'épreuve olympique de Joe Biden. Puis, peut-on dire qu'il est mal préparé pour ce type d'épreuve ou plus à la hauteur? C'est beaucoup, en tout cas. Ce sont de grosses bouchées et suffit de regarder. Il y a George Clooney, si on pense à argent et si on pense à vedette. Mais moi, j'observe beaucoup aujourd'hui les proches de Barack Obama et de Nancy Pelosi. Et j'ai pas vu personne embrasser à bras-le-corps la candidature de Joe Biden. Ceux qui s'activent le plus dans l'ombre, ce sont les proches de Barack Obama, même si lui reste officiellement du côté de Joe Biden. Nancy Pelosi, on est très, très loin aussi du gros câlin réconfortant ou de la masse sur la table pour dire ça va être lui notre candidat. C'est moi, je veux qu'il fasse ce qu'il veut. Ça fait des jours qu'il dit qu'il veut rester, puis elle entretient encore le doute. Regardez, ça fait longtemps que je dis ça, observez à la fois Obama et Nancy Pelosi. Ce sont deux des personnages sur lesquels devrait normalement compter Joe Biden pour se maintenir. Et je sens pas de très, très grande chaleur ou d'empressement à le protéger contre les coups. Ah, ça va être tout un spectacle, je pense, la conférence de presse. Là. Tu vois, je me sens mal. Je veux dire, je me sens excessivement Oui, mal. Je m'inquiète ouais. pour la démocratie américaine. Je m'inquiète d'un retour en force de M. Trump avec une immunité accrue. Je veux dire, pour moi, ça tombe sous le sens que c'est inquiétant, là, sachant que le gars dit lui-même là, que la démocratie, bof, hein, puis qu'il va se venger de ses adversaires. Mais d'un autre côté, il y a presque de quoi de sadique là, d'aller envoyer M. Biden comme ça devant les médias. Tout le monde attend de lui poser des questions comme ça. Pas de filet de sécurité depuis un bout. Là. Mais ça va être soit un carnage, soit un miracle. Là. On se dit souvent, les politiciens, ils l'ont cherché. C'est leur game, hein, c'est leur match, c'est ce qu'ils veulent. Et ils savent dans quoi ils s'engagent, surtout quand c'est un vétéran comme Joe Biden. Mais peu importe lequel, même quand on s'acharnait sur la confusion de Donald Trump, au plan humain, je trouve que l'expérience est absolument terrible. Ce sont des gens qui, à l'évidence, éprouvent des problèmes, parfois, je pense, de très, très sérieux problèmes, et ils se livrent en pâture comme ça. Écoute, on a l'air d'exagérer ou de faire du sensationnalisme, c'est pas juste les présenter devant 330 millions d'Américains. C'est les présenter à la face du monde. Joe Biden, ce soir, fait ça dans le contexte du sommet de l'OTAN. Ouais. Et déjà, il y a des gens, il y a des alliés américains qui, sous le couvert d'anonymat, ont dit on a de la misère à savoir où il s'en va. Ça faisait les titres, ça, ce matin. Donc, c'est cette image-là qu'on projette aussi. Il y a la sécurité intérieure, l'économie, puis l'avenir de la démocratie aux États-Unis. Mais il y a le reste de la planète qui va avoir le regard braqué sur les Américains et en particulier sur Joe Biden. Absolument. Et là, parlant des politiques de Biden, éloignons-nous un peu de sa campagne présidentielle, mais se concentrer surtout sur des politiques, parce que dans ce qui concerne le conflit là, à Gaza, en ce qui concerne l'offensive israélienne qui se poursuit, là, faut-il le rappeler, ça sort des médias, mais il continue à pleuvoir des bombes sur Gaza à l'heure qu'il est. Voilà. Là, on reprend la livraison des explosifs, des bombes qu'on donnait à Israël après l'avoir suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ça passe presque dans des entrefilets sur les sites web. Et pourtant, écoute, on vient de démanteler le camp sur on démantèle encore des camps sur les campus. On a presque oublié ce qui se passe à Gaza avec ce qui se produit autour de Joe Biden. Mais rappelons que M. Netanyahou s'en vient aux États-Unis. Il va aller au Congrès, on le sait, il va rencontrer Joe Biden. Puis, en regardant les nouvelles les derniers jours, je me suis dit, les Américains reprennent l'envoi de bombes de 500 livres. C'est le genre de munitions dont on avait dit, on les fera pas parvenir à Israël parce qu'on veut pas qu'ils utilisent ça à Gaza.
M. Netanyahou avait dit, vous avez cessé toute forme d'aide à un moment donné pour embêter Biden, ce qui n'était pas vrai. On avait gardé ces stocks-là en attendant. Et en lisant la nouvelle qu'on reprenait l'envoi de ces bombes de 500 livres, je me suis dit, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement israélien pour que les Américains, entre guillemets, changent d'idée ou libèrent soudainement ces stocks pour les faire parvenir à Israël? Et la réponse, c'est rien. Donc, on est en train de multiplier les avis du côté israélien pour que les civils palestiniens quittent des villes qu'on va bombarder. Est-ce qu'il y a des Palestiniens qui sont encore à l'endroit d'origine où ils étaient au début de la réplique d'Israël? Donc, ça continue exactement comme c'était avant. Il semble pas y avoir eu, en tout cas pas à ce qu'on sache, et que ça a été publicisé, de concessions, de limites, d'engagement de la part de Benjamin Netanyahou. Et là, les Américains, avec un Joe Biden qui est assiégé chez lui, reprennent ce qui devait être un semblant de levier pour montrer qu'on voulait intervenir et qu'on avait encore une certaine influence auprès de M. Netanyahou. Sur la scène internationale pour les États-Unis, c'est pas un bon message à envoyer. C'est plus un message de capitulation. C'est peu importe finalement, on s'en doutait un peu importe ce que va faire Netanyahou avec un régime qui est très à droite et plus dur que ce à quoi on était habitué dans les années, il semble que Joe Biden ait abdiqué. Il semble que l'administration américaine dise à Israël, finalement, c'est une passe gratuite. Il y a plus que les problèmes de Joe Biden aux États-Unis. Il y a encore une fois des ramifications à l'extérieur. On va mettre dans le cadre du contexte du sommet de l'OTAN plus l'accent sur l'Ukraine, même si en Ukraine actuellement la Russie progresse sur le terrain ou effectue plus de gains qu'on a de défaites. Il faudrait surtout pas oublier ce volet de la réponse israélienne à l'endroit bien sûr d'un groupe terroriste, mais qui affecte l'ensemble des civils palestiniens. Ouais, qui sont malheureusement les premiers à mourir là, dans cette réplique. C'est toujours intéressant de faire le tour de tout ça. Luc La Liberté, il y a des enjeux à couvrir tous les jours. Puis dans le prochain épisode, on se comprend qu'on reviendra sur cette fameuse conférence de presse de M. Biden. Ouais. Ça va être intéressant. Une bonne journée. Luc.